Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième épisode du Futur des opérations, notre série de webinaires organisée tout au long du mois de septembre autour de la transformation des opérations. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser, après la supply chain hier, sur le mal-aimé de la techno et de la data, l'acheteur. Je suis Aldric Vignon, je suis associé chez Argan & Co en charge de l'offre achat. Et aujourd'hui, je vais être accompagné pour cette heure de discussion par Eric Elkoubi. Je suis Eric Elkoubi, associé de partenaire chez Argan & Co. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne les directions achats dans leur transformation, que ce soit dans la mise en place de plans de compétitivité, de catégorie management, de synergie. Et je m'intéresse particulièrement au secteur du luxe, du retail et des biens de grande consommation. Et aussi Benjamin Fourier. Bonjour à tous, je suis Benjamin Fourier, principal chez Argan & Co. J'évolue depuis un peu plus de 15 ans dans le digital achat et dans la data achat. Et puis j'interviens aujourd'hui pour vous faire part de retours d'expérience sur les projets qu'on a eus avec nos clients et partager les convictions qu'on a pu se forger. Alors depuis de nombreuses années, vous avez tous entendu les directions des achats, bien aidées par les fournisseurs de technologie, nous dire qu'elles étaient enfin capables d'activer l'ensemble des leviers de performance. Certains y arrivent, les plus matures, beaucoup sont encore en cours de transformation, certains cherchent toujours leur boussole. Nous sommes convaincus, et ça va être l'objectif aujourd'hui de le partager avec vous, que la technologie, et c'est le bon moment aussi pour changer la donne, et nous allons l'évoquer, parler de l'acheteur augmenté, aujourd'hui c'est à portée de clic, dans un effort qui nous paraît raisonnable. N'oublions pas que l'acheteur, au sein de son écosystème, les fournisseurs, les prescripteurs, doit s'appuyer sur à la fois de la donnée transactionnelle, mais beaucoup de données diffuses, compte rendu, discussions, données un peu partout dans l'entreprise. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Du concret, nous allons vous proposer des exemples dans peu de temps, et essayer de prendre un peu de hauteur aussi pour ne pas rester sur des poncifs. Ce que je vous propose maintenant, c'est attendez 10 petites minutes, nous allons avoir du concret. Notre intervention va s'organiser en 3 temps. Un premier temps où je laisserai Eric vous expliquer un peu face à quelle transition nous nous trouvons aujourd'hui. Un deuxième temps, un peu moins de 10 minutes, où Benjamin rentrera dans le détail, vous montrera des cas concrets. Et puis nous conclurons en essayant de tirer quelques enseignements. Donc Eric, je te propose de rentrer dans le concret. Merci Aldric. Alors, comme beaucoup de fonctions corporate, la fonction achat fait face à un contexte qui est de plus en plus compliqué, complexe, étendu, et ça se matérialise notamment par une complexité dans la relation fournisseur qui est induite par déjà l'exigence du business vis-à-vis des achats en termes de compétitivité, on leur demande beaucoup plus, et puis un contexte économique qui est délicat parce que inflationniste, parce que de grandes variations sur les sources d'approvisionnement et une difficulté parfois à assurer la continuité du business. Mais également, on demande également aux achats d'être plus performants, plus pertinents sur tous les aspects de traçabilité, de reporting, on pense CSRD, RSE, etc., avec un impact sur leur capacité à mieux piloter l'activité de leurs fournisseurs, la tracer et l'auditer. Et tout ça dans un contexte RH très émouvant. On a eu le post-Covid, la grande démission, etc., donc on a eu énormément de turnover dans les équipes achats, avec une difficulté de à la fois maintenir les savoir-faire, les talents, mais également une difficulté à suivre l'historique de la relation fournisseur, et dans le même temps, une pression encore plus forte sur l'efficacité des équipes et sur les effectifs. Donc tout ça, c'est on va dire un contexte qui est assez compliqué à appréhender pour les directions achats, et dans ce contexte-là, les acheteurs, pour élever leur niveau, doivent faire évoluer leurs pratiques. Et vous avez connu au départ l'acheteur transactionnel qui intervenait plutôt en fin de cycle achat sur les aspects négociation, approvisionnement, etc. Cet acheteur, petit à petit, s'est transformé en business partner. Un acheteur business partner, c'est quoi? C'est un acheteur qui était capable de bien interagir avec ses prescripteurs, agir sur les spécifications et la demande dans une vision un peu de coût total pour le business. Et cet acheteur business partner, il a vocation à se transformer en acheteur augmenté. Qu'est-ce que c'est un acheteur augmenté? Je suis sûr que vous vous posez bien évidemment cette question. Un acheteur augmenté, c'est avant tout un acheteur qui est capable
d'agréger de l'information, qu'elle soit interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les fournisseurs, comment le business consomme ses achats, et externe, où va le marché, quels sont les grands éléments structurants qui vont alimenter une stratégie achat. Donc agréger tout ça pour prendre des décisions qui sont orientées data, des décisions qui soient d'avoir les bons leviers achat sur les bonnes situations et dans le bon contexte. Tout à fait. Donc l'acheteur augmenté, effectivement, Eric vient de décrire ce que c'est, ce qu'on entend par acheteur augmenté. Et comme le titre de notre webinaire l'indique, 10 ans de promesses. Alors 10 ans de promesses, pourquoi? Parce qu'effectivement, la fonction achat n'a jamais été aussi bien outillée. On a des outils standardisés pour beaucoup d'activités. On en a illustré quelques-unes ici, P2P, du S2C, etc. Vous savez ce que c'est. On a des niches qui sont bien identifiées autour de ces outils-là, avec des acteurs de marché qui sont bien identifiés également. Cependant, ces outils standardisés, on se rend compte qu'ils ne répondent pas aux besoins opérationnels quotidiens des acheteurs. La meilleure illustration de ça, c'est que, alors personnellement, je ne connais pas un seul acheteur dont le premier réflexe le matin en arrivant au bureau, c'est d'ouvrir son P2P, c'est d'ouvrir son S2C pour récupérer de l'information. Non. Ce qu'il va faire, c'est plutôt qu'il va regarder ses mails, appeler son fournisseur, aller voir son client interne pour récupérer l'information de ce qui se passe réellement sur le terrain, tout un tas d'informations diffuses, et répondre à des questions très opérationnelles, très concrètes. On a illustré quelques-unes ici, mais ce qui va l'intéresser, c'est comment s'est passée la dernière réunion, quel est le dernier prix que j'ai collecté. Toutes ces réponses très concrètes qui passent plutôt par des canaux informels et qui ne sont pas repris dans les outils standards qui sont décrits sur la gauche ici. Donc ça, c'est effectivement un paradoxe, une offre digitale qui est abondante, mais des acheteurs une offre qui ne suffit pas, qui ne suffit plus à augmenter la performance de l'acheteur. Alors pour expliquer ce paradoxe, on va prendre l'image de l'iceberg et se dire qu'en fait les outils transactionnels, les outils traditionnels qu'on vient de voir vont plutôt adresser la partie émergée de l'iceberg. Effectivement, ils vont avoir vocation à couvrir des processus transverses qui vont impacter l'ensemble de l'entreprise, pas uniquement les acheteurs. Et alors, ils ont leur utilité, ces outils transactionnels. C'est évidemment pas notre point d'opposer le digital et la data. On n'est pas en train de dire que les outils transactionnels ne servent plus à rien. Seulement, leur but, c'est vraiment d'outiller des processus et d'être potentiellement la colonne vertébrale des organisations achats et d'être le moyen de diffusion des conditions achats dans l'organisation. En revanche, tout ce sur quoi l'acheteur va baser sa valeur et va pouvoir proposer de la valeur ajoutée à ses clients internes et à ses fournisseurs, c'est toute la partie émergée de l'iceberg qui est ici. On a illustré, on a de l'information diffuse et non structurée. Ça va être typiquement les échanges de mails dont on parlait tout à l'heure et que l'acheteur va les consulter le matin en arrivant au travail. Ça va être des comptes rendus de réunion et tout l'historique de la relation qu'on peut avoir avec un fournisseur, qui va rarement être en format structuré dans des outils, mais qui va plutôt se trouver sur des dossiers partagés, ou pas d'ailleurs, dans les méandres des SharePoint de l'entreprise. Ça va être toutes les communications informelles, potentiellement orales, qu'on va pouvoir avoir. L'acheteur, il va vouloir aussi mener des analyses spécifiques autour de sourcing, autour d'analyse de marché. Il va vouloir croiser des données. Donc c'est toutes ces infos-là que les outils transactionnels ne sont pas capables d'adresser parce que ces outils-là vont générer, produire et analyser de la donnée dans leur contexte et dans leur propre périmètre. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin et de pouvoir tirer profit d'autres types de données et de les croiser entre elles. Donc ça, c'est le constat, et c'est pour ça qu'on a 10 ans de promesses qui ont peut-être pas été réalisées. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un game changer. On en a largement parlé dans l'introduction. Ce game changer, c'est l'intelligence artificielle générative. Alors, avant d'entrer dans le concret, peut-être juste se mettre d'accord sur ce qu'on entend par intelligence artificielle générative ou GenAI, pour prendre un acronyme. Alors, de quoi parle-t-on? On parle assez simplement d'une technologie dans laquelle on va rentrer un prompt, une information, des consignes, qui va être processé et qui va fournir un contenu, le plus souvent en format texte, mais ça peut être en image, etc. D'où le terme génératif. Je vais demander quelque chose et on va générer quelque chose en retour. On va pas faire un cours d'histoire ici. Cette technologie a apparu depuis 2017 avec les fondements des LLM et elle se généralise. ChatGPT, vous en avez entendu parler évidemment, et globalement tous les GAFAM aujourd'hui proposent leur solution. Et on a vraiment un momentum actuellement autour de l'intelligence artificielle générative. Puisque la techno est disponible,
On a OpenAI, qui est le moteur de ChatGPT, qui est le plus connu, aujourd'hui le plus diffusé, qui est disponible et qui est accessible. On va le voir, parce qu'on va vous montrer une démo, une interface utilisateur qui est simple d'utilisation. Notamment aujourd'hui, on s'intéresse à des acheteurs, on sait qu'ils ne sont pas forcément toujours très appétents pour utiliser du digital. Là, on a un outil avec un minimum de barrières à l'entrée. Et enfin, on a une certaine maturité métier, aussi bien sur les utilisateurs finaux, ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle générative demain, que ceux qui sont capables de la mettre en œuvre, aussi bien en mode projet que dans les directions IT, puisqu'on voit qu'on a dans les DSI, on a des projets, on a de la structuration qui est faite autour de l'intelligence artificielle générative. Donc ce momentum, il est là aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment un acheteur pourra utiliser l'intelligence artificielle générative. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vous propose une petite mise en situation. Et on va s'imaginer un cas de figure d'un acheteur ou d'une acheteuse qui vient d'arriver dans une entreprise qui s'appellerait Sofalux, qui serait un fabricant de canapés. Évidemment, ce n'est pas un cas réel, bien qu'inspiré de certains cas, et surtout qui sera en charge de la catégorie matières premières. Et la question qu'on va se poser, comme tout bon acheteur, c'est comment je vais impacter vite et bien mon processus achat. Donc pour ça, on va utiliser évidemment l'intelligence artificielle générative et plus précisément un assistant. Alors un assistant, ça peut ressembler à ça. On a créé ici le Sofalux Procurement Helper avec un outil qui s'appelle Edgar. Et on lui a donné certaines instructions pour lui dire tu vas nous aider, tu vas augmenter l'acheteur, tu vas être un assistant. Je passe une seconde sur ce point-là parce que c'est important de dire on n'est pas sur un outil qui va automatiser ou qui va remplacer l'acheteur. Le but n'est pas de faire à la place d'eux, mais bien d'avoir un acheteur augmenté, on reprend ce terme, et un acheteur qui va bénéficier des moyens et de la technologie et des données et des informations qui vont l'aider à mieux faire son travail, à le faire plus rapidement, etc. On va vous montrer comment. Cet outil-là, pour la démo qu'on va vous montrer, a été alimenté par un certain nombre de données, de documents, par exemple des comptes rendus de réunion, des contrats, une base, un extrait de SPEN, tous les documents que vous, en tant qu'acheteur, utilisez de manière quotidienne. Et donc, on va pouvoir utiliser cet outil-là en se posant une première question, un premier cas d'usage. Je vous rappelle qu'on est un nouvel arrivant chez Sofalux sur une nouvelle catégorie qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, on va lui demander de nous aider à comprendre quel est le marché, qu'est-ce que c'est que l'achat de matières premières chez un fabricant de canapés. On va lancer une première vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, comment on interagit avec cet assistant. Donc ici, on a une interface conversationnelle et on va poser les premières questions. Je rappelle, c'est mon premier jour chez Sofalux et je vais demander une question de base, quelles sont les matières premières qui vont être utilisées dans la fabrication d'un canapé. Donc question assez générique, réponse également assez générique ici. On utilise du tissu, de la mousse. Alors, la mousse, ça m'intéresse, on va en parler pendant le reste de la démo, mais tout un tas de matériaux évidemment qui sont utilisés dans la fabrication d'un canapé. Réponse assez générique. Mais ce qui va nous intéresser, j'oublie pas que je suis chez Sofalux et que je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc je vais demander, la mousse dont tu m'as parlé dans les matières premières, c'est quelle proportion dans un canapé Sofalux? Pas dans n'importe quel canapé, mais bien dans un canapé Sofalux. Et là, on va voir qu'il va aller chercher dans sa knowledge base, donc dans sa base de connaissances, les documents que j'ai chargés préalablement, tout un tas d'informations qui vont me permettre de savoir qu'en moyenne, j'ai 23% de mousse dans mon canapé en s'appuyant sur les divers modèles qui sont dans la gamme. Ok, très clair. Je pense que je vais avoir un enjeu sur l'approvisionnement, sur l'achat de mousse. Je vais me renseigner sur le marché, revenir sur un scope un peu plus général et voir quels sont les inducteurs de coûts autour de la mousse. Alors évidemment, des matières premières, de la production. Là, je vois qu'il y a la mousse, en fait, c'est du pétrole. Je n'avais pas forcément conscience de ça auparavant, mais c'est une information qui m'est utile et qui me permet encore une fois de mieux comprendre mon marché. Donc là, j'ai tout un tas d'infos un petit peu génériques. Et puis, par acquis de conscience, je vais quand même poser une dernière question où je vais aller rapprocher des données de marché à des données internes. Et je vais demander qu'est-ce que moi, je représente sur le marché de la mousse de polyuréthane. Et donc là, il va me détailler son calcul en m'expliquant qu'on va aller regarder la dépense qu'on a sur la catégorie mousse et la rapporter à la taille du marché. Et en fait, je suis tout petit sur le marché, donc je vais pas forcément avoir un gros poids de négo. Mais là, l'idée, c'était plutôt d'illustrer le fait qu'on va pouvoir aller chercher des données internes et des données externes, pouvoir les croiser et les analyser dans un même prisme avec une même interface.
Donc effectivement, ce qu'on a pu voir dans cette démo, c'est qu'au même endroit, j'ai pu centraliser de l'information qui était stockée dans différents systèmes, potentiellement en extérieur. Je me suis pas uniquement servi de mon assistant pour faire des recherches que j'aurais pu, d'obtenir des informations que j'aurais pu obtenir via Google. Je l'ai bien croisé avec d'autres informations. Donc l'enjeu, c'est bien de décloisonner et de pouvoir analyser des informations qui vont être croisées. Donc ça, c'était une première illustration. Donc j'ai compris un petit peu quel était mon marché, que je vais avoir un enjeu autour de la mousse. Et maintenant, je vais rentrer dans le concret et je vais demander à mon assistant, à mon procurement helper, de préparer une rencontre fournisseur qui est prévue prochainement. On va basculer sur une deuxième vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser cet assistant. Et alors, le fournisseur s'appelle Sleepsoft, et je ne vais pas lui demander juste qui est Sleepsoft, parce que ça, c'est des informations que je vais pouvoir obtenir sur Internet. Hein. Sleepsoft a un site, je vais lui demander qui est Sleepsoft pour Sofalux. Et ce qu'on va voir ici dans la réponse qui est proposée, alors oui, il y a des éléments génériques sur Sleepsoft, qui est une entreprise basée en Allemagne, qui a vendu une partie de sa division, etc. Mais surtout, je vois en intro aussi que c'est croisé avec des informations, comme quoi c'est mon fournisseur principal, ou un de mes fournisseurs principaux, et que j'ai un contrat avec eux. Il m'a sorti le numéro 82 391 ici. Donc ça, j'ai tout un tas d'infos qui sont contextualisées, et je vais pouvoir creuser un peu plus loin pour comprendre ma relation avec Sleepsoft. Je lui demande en l'occurrence mes KPIs, qu'il est allé chercher dans divers documents. Et très concrètement, il va pouvoir me sortir des informations sur ces KPIs, sur le nombre de commandes, sur l'OTIF, sur la dépense totale, tout ce que vous voyez à l'écran. Mais ça, c'est des données qui étaient disséminées dans divers documents, qui vont être consolidées au même endroit. Donc ça peut rappeler les notions de cockpit fournisseurs qu'on peut avoir, mais qui sont compliquées à consolider dans un même outil. Et là, en chargeant les bons documents, on va pouvoir centraliser l'information. Puis on va aller un peu plus loin sur le plan d'action, plan de progrès fournisseur. Je vais lui demander de me récapituler les actions, mais surtout de les formater sous forme de tableau. Et là, vous voyez qu'il va récupérer les actions qui effectivement étaient dans les documents, mais qui va me les mettre au format que je lui ai demandé, c'est-à-dire en format tableau, avec les infos que je lui ai demandé, c'est-à-dire le statut et la date prévisionnelle, et trier par ordre de priorité. Voilà, je précise qu'il n'a pas inventé des actions, c'est bien des actions qui étaient listées dans divers documents, mais qui ont été restituées ici. Et enfin, dernier point, très concret, je vous avais dit que j'avais une business review avec Sleepsoft. Je vais lui demander de me préparer une ébauche pour avoir mes slides. Là, en l'occurrence, on lui avait indiqué dans la base de connaissances quel était le template d'une business review chez Sofalux, et il va me donner des éléments pour alimenter l'ensemble de ces documents. Et donc, vous voyez, on reprend un certain nombre d'éléments qu'on a vu un peu plus tôt dans les précédentes questions. Mais au final, voilà, je commence à avoir un contenu assez propre pour démarrer, pour pouvoir interagir avec mon client interne en amont de cette réunion. Donc effectivement, je lui avais demandé de préparer ma rencontre fournisseur, et ce qu'on a vu, c'est qu'il a pu, sur la base de ses connaissances et des informations qu'on lui a fournies, produire un contenu. On n'est pas uniquement sur la recherche d'informations, on n'est pas uniquement sur je comprends mon marché, j'ai vaguement de l'information descendante. On a une génération, l'IA générative, donc la génération d'un contenu qui est exploitable par l'acheteur en l'occurrence. Évidemment, c'est un assistant, donc le contenu qui a été généré devra être vérifié, devra être potentiellement enrichi par l'acheteur, mais on a une première base, une première production qui a été faite. Dernier cas d'usage pour cette démo, on va aller un peu plus dans le concret et puis parler de solutions d'approvisionnement. Donc là, un cas que tout acheteur connaît, le fournisseur qui appelle et qui demande une augmentation de prix. Et donc, on va basculer sur la troisième vidéo et lui parler de ce qui nous est arrivé ce matin même. Sleepsoft, c'est toujours eux, nous demande une augmentation de prix. Donc il nous parle d'une référence qui va être la PU 2570. Je rappelle que je suis nouvel arrivant, donc je ne sais pas forcément ce que c'est. Et il me parle de prix unitaire à 77 €. Et là, je pose une question qui est volontairement générique, qui dit qu'est-ce que je dois penser de cette augmentation. Et comme vous le voyez dans la réponse qui est fournie, en fait, on est toujours sur croisement d'informations externes, d'informations globales, avec une situation donnée qui est très contextualisée, voire très ponctuelle. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé le prix historique de la référence PU 2570 avec le prix qui a été demandé, donc 70 versus 77, augmentation de 10%, et il l'a comparé à une augmentation de marché qui est d'un peu plus de 1%. Évidemment, l'augmentation n'est pas cohérente.
Donc je fais mon acheteur, je dis Slipsoft n'est plus compétitif, je vais aller chercher des fournisseurs alternatifs. Et là, sur les données avec lesquelles on l'a alimenté, il va aller me chercher des fournisseurs qui pourraient répondre à mes besoins en termes de mousse de polyuréthane. Donc il m'en a sorti 5 en Europe. Ok, je vais aller un peu plus loin, je vais faire un cahier des charges, je vais faire un appel d'offres, pardon, et je vais demander des spécifications techniques pour mon cahier des charges. Et il va me générer toujours comme tout à l'heure, une première version qui sera challengée. Je lui ai dit ici, je veux quelque chose qui est similaire à la PU 2570. Et comme vous le voyez sur ce qui s'affiche ici, il a compris que c'était une mousse de polyuréthane de densité 25 kg par mètre cube. Il a pu s'appuyer sur des spécifications d'autres types de produits qui étaient dans sa base de connaissances pour me générer une première version de ces spécifications. Encore une fois, c'est un assistant, donc c'est une première version qui doit être enrichie, qui doit être retravaillée par l'acheteur, potentiellement avec son client interne. Mais là, concrètement, on a été sur la production de contenu, comme on l'avait vu dans le deuxième use case, mais on est allé un peu plus loin puisque l'assistant m'a permis d'enrichir mon contenu, potentiellement de me suggérer des solutions alternatives et d'aller plus loin que ce que j'aurais fait moi a priori en étant nouvel arrivant sur ma catégorie. Je n'aurais pas été capable de rédiger ces spécifications techniques. Donc voilà, à l'aune de ces quelques exemples, on voulait vous montrer comment on pouvait exploiter l'intelligence artificielle générative sur un cas assez générique. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et de voir comment tirer parti, comment déployer l'intelligence artificielle générative dans une organisation achat, en l'occurrence la vôtre. Et je vais laisser Eric pour nous aider à prendre un peu plus de hauteur. Merci Benjamin. Donc, ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'IA générative, elle est en train de se déployer de façon progressive sur l'ensemble des fonctions corporate. Alors, elle a bien évidemment débuté par les fonctions à vocation créative, comme le marketing et le développement produit, qui sont largement plus en avance. Et sur les achats et la supply chain, on en est encore au début de l'histoire. Paradoxalement, les usages qui en sont faits aujourd'hui, et nous on le voit chez nos clients sur l'IA générative, sont des usages qui pourraient être réalisés avec des solutions digital achat, on va dire traditionnelles. Par exemple, catégoriser du spend, évaluer des fournisseurs, générer des contrats, etc. Nous, de notre point de vue, l'avantage, et en tout cas le grand levier de performance de l'IA générative est justement de pouvoir les utiliser dans des cas d'usage qui font un réel différentiel par rapport aux solutions traditionnelles. Et pour reprendre ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est déjà agréger, centraliser de l'information et produire du contenu, puisque ça, c'est ce que ne font pas des outils classiques, et puis suggérer, enrichir, améliorer, j'ai envie de dire, ou stimuler la pensée de l'acheteur. Et ça va se traduire par, alors centraliser, Benjamin l'a bien montré, c'est pour réaliser des stratégies achats, des analyses de marché, pour comprendre où en sont ses fournisseurs par rapport au marché, etc. Produire du contenu, c'est vous aider à préparer vos négociations, à réaliser vos stratégies achats, etc. Et suggérer, c'est tirer parti de l'historique ou d'éléments quantitatifs pour dire, concrètement, face à cette situation, quels sont les bons leviers d'achat à mettre en place? Quel devrait être le coût cible? Qu'est-ce qu'on a déjà essayé sur des produits similaires ou avec des attributs similaires qui peuvent se rapprocher de ces produits-là pour pouvoir avoir le maximum d'impact? Ok. Quels bénéfices on peut en tirer, Eric? Alors, les bénéfices, ils dépendent bien évidemment du point de départ, du niveau de performance actuel, mais ils sont de 3 ordres. Bien évidemment, il y a un gain financier, parce que si vous préparez mieux vos négociations, si vous êtes plus pertinent dans vos analyses de coûts, vous allez aller chercher de la performance achat, comme ce que l'on peut faire sur des plans de performance ou d'excellence achat traditionnels. Donc, vous allez aller chercher de la marge, vous allez aller chercher de l'économie que vous pouvez retraduire dans vos coûts. Vous allez également avoir des bénéfices qui sont liés à la réduction des risques. Vous les anticipez mieux parce que vous les avez prévus. Donc, de ce point de vue-là, vous assurez une continuité dans votre supply chain, dans vos approvisionnements, et vous êtes plus pertinent sur votre plan de réduction des risques achats. Et enfin, il y a un dernier élément qui est bien évidemment sur l'efficacité opérationnelle des équipes. Tout ce temps qui est passé par les équipes achats aujourd'hui à essayer d'agréger de l'information, à aller essayer de récupérer de l'information des prescripteurs, à aller voir ce qui se passe sur le marché, etc. Cette idée de pouvoir centraliser cette information et leur suggérer de la synthèse, c'est quelque chose qui va leur faire gagner
énormément de temps. Alors, nos collègues de Londres parlaient de 25 à 30% de gains d'efficacité opérationnelle. Alors, bien évidemment, ça dépend des activités qui sont réalisées, mais c'est les ordres de grandeur qui sont à prévoir. Ok. Donc les perspectives de l'intelligence artificielle générative sont prometteuses. On espère que vous avez été positivement impressionné par notre démo. Ceci dit, il reste quand même certains challenges et certaines limites encore à date. Ces limites, elles sont de deux ordres. La première, elle est bien évidemment technique. On est sur une technologie, donc une technologie qui est pas très ancienne. On l'a vu tout à l'heure. C'est encore une technologie émergente, disons. Et donc, il y a certaines limites autour de la consommation de ressources en termes de performance et de capacité à analyser des grands volumes de documents. Encore une limite par rapport à ça. Dans l'usage, on se rend compte aussi parfois qu'il y a un effet boîte noire où on obtient des réponses et on n'est pas forcément capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu cette réponse, bien qu'on peut consulter les sources. Il y a toujours cet effet-là quand on utilise un algorithme. Et puis, des points autour de la sécurité sur la confidentialité des données. Alors, on ne dit pas que les données ne sont pas confidentielles, on dit juste que c'est un enjeu quand on met en place l'intelligence artificielle générative et l'intégration dans des architectures, dans des écosystèmes IT qui sont déjà fournis dans certaines organisations. Donc, c'est comment est-ce qu'on interagit avec ce legacy. Donc, toutes ces contraintes techniques, ce sont des challenges, ce sont des sujets à aborder dans vos projets, mais la logique, c'est que ces sujets-là, au fur et à mesure qu'ils seront abordés, ne seront plus des challenges dans l'idée étant qu'ils diminuent au fur et à mesure qu'on les adresse. Le vrai sujet qui reste à aborder aujourd'hui, et notamment dans les organisations et dans le métier des achats, c'est le challenge humain. On vous a parlé de l'acheteur augmenté, on vous a parlé des outils traditionnels. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle générative, c'est un shift technologique qui, comme le disait Eric tout à l'heure, va permettre de mettre en place des nouveaux usages et potentiellement de faire bouger un peu le positionnement de l'acheteur, de le faire évoluer vers de nouvelles tâches, vers de nouvelles activités. Alors, encore une fois, je répète, on est sur des assistants, on n'est pas sur quelque chose qui va remplacer l'acheteur, c'est pas le but. Ceci dit, le métier de l'acheteur va évoluer et il faut accompagner l'acheteur pour à la fois comprendre, accepter et tirer pleinement parti de ces nouvelles opportunités qui s'offrent à lui. Donc là-dessus, le vrai enjeu, au-delà de la technologie, au-delà des projets purement techniques, quelles données je mets, quelle technologie j'utilise, etc., c'est un enjeu d'accompagnement, potentiellement d'organisation aussi, et d'aider l'acheteur à faire évoluer son rôle pour être plus performant, pour évoluer vers l'acheteur augmenté, dont on parle depuis 10 ans et dont la promesse est à portée de clic. Donc voici les challenges qu'on constate encore aujourd'hui. Et puis peut-être dans nos projets, parler des facteurs clés de succès, qu'est-ce qu'il faut pour réussir vos projets d'intelligence artificielle générative. Oui, si on s'appuie sur nos expériences clients, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs clés de succès qui sont assez communs à toutes les démarches de GenAI et finalement, il y en a quelques-uns spécifiques aux achats, mais dans un premier temps, on parlait de cas d'usage, bien définir les cas d'usage, bien les définir, ça veut dire s'appuyer sur les équipes opérationnelles pour comprendre aujourd'hui où sont les difficultés, où est l'énergie qui est dépensée et pour quels usages. Et ça, c'est en général en s'appuyant sur les acheteurs opérationnels qu'on arrive à bien les définir. Et pour qu'ils les définissent bien, l'idée c'est quand même de les former et de leur donner le vernis de ces technologies-là pour bien comprendre ce que l'intelligence artificielle générative peut leur apporter et ce qu'elle ne peut pas leur apporter. Alors, on voit bien le distinguo et la complémentarité entre l'IA générative et les fonctions et les solutions achats, on va dire plus traditionnelles. Oui. C'est très important qu'elles comprennent ça. Il y a une notion de focalisation. À la fois pour votre bande passante, c'est bien évidemment que vous ne pourrez pas adresser tous les cas d'usage, et donc forcément, vous devrez choisir vos combats, et dans une logique assez traditionnelle de vous dire je vais investir sur ceux qui ont le meilleur retour sur investissement. Mais ça va avec une logique aussi qui est une logique agile et itérative. Comme on n'est pas sur des investissements qui sont lourds ou des projets informatiques type classique, cette idée de test and learn, je développe un cas d'usage, je regarde s'il fonctionne, je regarde si l'adoption est bonne et je regarde si j'ai des résultats, elle va assez vite. Et donc, c'est à la fois bien se focaliser, mais c'est également être très agile et itératif. Et enfin, le dernier point qui est fondamental, c'est que les démarches d'intelligence artificielle générative, elles ne concernent pas que les achats. Elles sont, en général, c'est des démarches qui sont élargies sur beaucoup de fonctions corporate, sur lesquelles, à la fois sur l'aspect technique, vos directions informatiques et vos directions data ont déjà pu commencer à réfléchir, mais également les prescripteurs,
tous ceux qui sont en interface avec vos acheteurs, ils ont déjà commencé à réfléchir à ces questions-là. Parfois, ils ont déjà développé des assistants, parfois, ils ont déjà des bonnes pratiques. Et donc, ne partez pas seul et élargissez, rejoignez cette communauté de GenAI que vous devez trouver dans votre environnement d'entreprise. Okay. Merci Eric. Je vais tenter un petit exercice de synthèse après cette demi-heure passée ensemble et j'espère que la première promesse que je vous avais donnée, c'est qu'au bout de 10 minutes, vous verriez des choses concrètes et tenues. Et comme Benjamin vous l'a montré, ces quelques cas sont des illustrations claires, nettes et précises du potentiel de ces technologies et de ces nouvelles approches. Nous avons tous aujourd'hui dans notre quotidien l'occasion d'essayer ces technologies. Je pense, et j'en suis convaincu, qu'il faut que notamment tous les dirigeants achats intègrent ça à leur questionnement de leurs équipes. Comme aujourd'hui, vous pourriez demander bêtement quand on vient vous voir, est-ce que tu en as vraiment besoin? La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on a discuté avec ton assistant? Est-ce que tu as essayé cette nouvelle technologie pour finalement s'acculturer, tester et aller chercher ce surcroît d'assistance? Souvent, je fais la comparaison avec ce qu'étaient les achats il y a une trentaine d'années, où certains d'entre vous ont tous connu l'acheteur un peu senior qui avait toujours son assistant, qui était un jeune acheteur ou quelqu'un qui était monté en compétences et qui avait ce double miroir capable d'interagir, de se challenger. Je pense qu'aujourd'hui, les assistants tels qu'on vous l'a montré vont permettre de retrouver ce challenge et donc de faire que l'acheteur, j'ai dit au début, qui est au centre d'un écosystème un peu large qui, avec ses prescripteurs et ses fournisseurs, va aussi trouver un espèce de sparring partner, alors, certes pas de chair et d'os, mais qui va lui permettre d'aller plus vite. Alors que retenir aujourd'hui? Effectivement, les outils classiques sont nécessaires, Benjamin l'a dit, c'est la structure, c'est la colonne vertébrale, et sans un transactionnel clair, fort, bien outillé, difficile d'avoir de la donnée. On peut la nettoyer, on peut la ranger, on peut l'enrichir, mais néanmoins, il faut quand même s'appuyer sur ces outils. Néanmoins, vous l'avez vu, ce que nous croyons, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire le pont entre ce que ces outils apportent, de la donnée structurée, de la donnée organisée, des process qui tiennent la route, mais aussi tout un tas d'informations diffuses qui sont partout dans l'entreprise. Par nature, c'est le rôle de l'acheteur. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je l'ai illustré tout de suite, l'IA générative, elle est partout. Dans l'entreprise, tout le monde en parle. Eric l'a dit, le marketing a commencé, le développement produit. Il n'y a pas de raison que les acheteurs soient en reste. Donc prenez le taureau par les cornes, emparez-vous de ce sujet-là pour que ça devienne un facteur d'attractivité pour votre métier, mais aussi de performance pour vos fournisseurs et aussi vos clients internes. Ça va vous permettre aussi, je pense, d'innover, de tester de nouvelles choses et de ne pas être juste à se dire je vais répéter de la même manière ce que je peux faire. Benjamin vous l'a montré tout à l'heure, dans le cas que nous avons développé autour de « je suis un nouvel acheteur, j'arrive dans l'entreprise ». Vous voyez bien qu'avec ce type d'assistant, l'acheteur va devenir beaucoup plus efficace, beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus vite. Ça ne va pas le dispenser d'aller voir ses prescripteurs, de discuter avec ses fournisseurs, d'avoir une approche plutôt humaine du travail de l'acheteur, mais je pense qu'il va être capable d'aller plus loin, d'imaginer des nouveaux cas d'usage. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. L'IA générative, ça vous permet d'innover. Donc pour innover, il faut tester, il faut ne pas avoir peur de l'échec, et il faut surtout se laisser la liberté d'en discuter avec les autres. Le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que, et Benjamin l'a bien dit, la techno est là, elle marche, on peut se poser tout un tas de questions. Néanmoins, c'est d'abord le métier. Et nous croyons que ces projets de GenAI ou même d'augmentation de l'acheteur sont une formidable opportunité pour se reposer des questions sur le métier. Quel est mon rôle dans l'entreprise? Quel type de valeur je dois apporter? Est-ce qu'on m'attend plutôt sur un volet économique? Est-ce qu'on m'attend plutôt sur un volet performance de mes fournisseurs? Est-ce que je vais chercher de l'innovation? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Comment est-ce que les enjeux de CSR, de RSE, viennent s'insérer dans mon quotidien? Donc, nous, notre conviction, c'est que c'est pas l'alpha et l'oméga. En revanche, c'est une technologie, une manière d'aborder les problèmes qui doit être capable demain de changer
à la fois la manière dont l'acheteur va travailler, mais aussi sa position dans l'entreprise. Je vous l'avais dit un peu dans notre introduction, la conviction que nous avons tous les trois, c'est que les acheteurs ont souvent été un peu à la traîne sur la data. Certains d'entre vous qui nous écoutent sont toujours en train de peut-être de construire des business cases ou de se battre avec leur direction générale pour se dire quel est l'intérêt d'avoir un P2P, pourquoi je dois avoir un source to contract qui tient la route, pourquoi est-ce que le CLM c'est important, pourquoi est-ce que je dois développer une meilleure connaissance de mes fournisseurs. Nous, oui, c'est un enjeu. Néanmoins, l'intelligence artificielle va vous permettre d'aller au-delà, de faire le pont, peut-être de démarrer des choses sans attendre que ces projets structurants ne se mettent en place. Et pour nous, c'est un facteur d'accélération, c'est un facteur d'attractivité du métier. Et j'insiste dessus, le métier de l'acheteur est un métier enrichissant, incroyablement divers dans ce qu'il a à faire, de porte-parole des fournisseurs, de porte-parole de l'interne, d'alignement, toutes ces compétences à la fois techniques, humaines qu'il faut arriver à développer. Et nous pensons que c'est le bon moment pour lui donner un petit complément de performance et que ses assistants, comme celui de Sofalux, peut lui permettre d'y arriver. Donc voilà les quelques points que nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui. Donc du concret, un peu de prise de hauteur, de la prospective. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de prendre quelques questions qui ont pu être posées tout au long de notre intervention. Et donc, peut-être la première pour démarrer. Alors, la première question, quelle est la différence entre la technologie dont vous avez parlé et l'IA générative intégrée par les éditeurs ? Ouais. Benjamin, tu veux je peux donner quelques éléments de réponse là-dessus. Effectivement, on l'a vu, il y a des moteurs d'intelligence artificielle générative. OpenAI est le plus célèbre d'entre eux. Microsoft, Google, etc. développent le leur aussi. Et ces usages, ces technologies, alors qu'elles soient en open source ou pas, sont progressivement prises par les éditeurs. Donc effectivement, sur les achats, on voit les grands acteurs qui intègrent de l'intelligence artificielle générative dans leurs outils. Alors, ça permet de faire plein de choses dans les outils. Ça permet par exemple, dans un S2C, de pouvoir générer un appel d'offres sur la base d'un brief, par exemple. Donc oui, ces usages, ils ont un intérêt. Mais la différence, pour répondre à la question, entre la technologie qu'on vous a montrée aujourd'hui et celle qu'on pourra avoir de manière intégrée dans les outils, c'est justement que la technologie intégrée, elle est intégrée. Donc quand on l'intègre dans l'outil, on n'a pas la notion de décloisonnement et de transversalité qu'on va pouvoir avoir. Nous, on pense que toute cette donnée déstructurée, toute cette donnée diffuse, tout ce savoir en fait qui est partout en fait dans l'organisation, dans des documents divers et variés. Beaucoup d'organisations achats ne capitalisent pas dessus, ou pas assez dessus, et justement c'est cette transversalité qui est permise par la GenAI sans avoir un effort de mise en qualité qui est important. C'est ça la différence en fait. Ce qu'on vous a montré, c'est de pouvoir collecter plein d'informations, y compris qui peuvent venir de certains outils, de la centraliser et de l'exploiter depuis une porte d'entrée unique, plutôt que d'avoir un outil d'intelligence artificielle générative dans votre S2C, un autre dans votre outil de gestion des contrats, un autre dans votre outil de gestion de fournisseurs, etc. Vous m'avez compris. Donc oui, la différence, c'est vraiment ce décloisonnement et ce désilotage qui est permis par des assistants beaucoup plus transverses que ceux qu'on pourrait avoir au sein des outils. Merci Benjamin. On a parlé de Sofalux et de votre exemple. Est-ce que c'est techniquement réalisable et en combien de temps ? Benjamin ? Pour moi, oui, oui, c'est techniquement réalisable. Je vous confirme que la démo, on l'a faite avec un vrai assistant. C'est pas juste, c'est pas des effets spéciaux. On n'a pas encore ça chez Aragon. Non, c'est techniquement réalisable. Oui. En combien de temps on peut parler le paramétrage de cet assistant-là, il a été fait en quelques jours. Les questions qu'il faut se poser, elles sont pas technologiques. La techno, elle est capable de prendre de l'info dans un document et de la restituer de la manière dont on vous l'a montré. Donc techniquement, c'est réalisable, oui. La question qu'il va falloir se poser, c'est quel est le cas d'usage, quel est le besoin métier auquel auquel mon assistant va répondre. Concrètement, quelle est la question que je vais me poser. C'est souvent comme ça qu'on démarre les projets d'intelligence artificielle générative. C'est, quelle question tu poserais demain si tu avais un assistant qui te faisait tout.
Donc démarrer du besoin métier et puis voir les données qui sont à disposition aussi. Alors, l'intelligence artificielle générative a ceci de beau qu'elle elle est capable de générer du contenu même sans avoir une source. Tout l'enjeu, c'est sur la fiabilisation des données, évidemment. Donc, quelles données je vais pouvoir mettre et comment je vais paramétrer mon assistant pour qu'il utilise ces données-là et qu'il puisse aussi me dire quand l'information est pas disponible. Si vous posez une question et que l'information n'existe pas dans la base documentaire, vous n'avez peut-être pas envie qu'il vous invente une réponse. Donc c'est ça l'enjeu en fait, c'est de pouvoir croiser le besoin métier avec la technologie, avec les données qui sont disponibles. Techniquement réalisable, oui. En combien de temps on peut démarrer en quelques jours, quelques semaines pour les cas un peu plus complexes. Et puis comme l'expliquait Eric tout à l'heure, il y a tout ce côté itératif. Vous allez peut-être démarrer avec un cas d'usage qui est assez basique et finalement vous rendre compte que vous allez trouver de la donnée ou produire de la donnée complémentaire ou alors avoir un besoin complémentaire de données par rapport aux usages que vous avez identifiés. Donc on va être sur de l'amélioration continue. Et puis, il ne faut pas non plus se dire je vais avoir un assistant qui va tout faire. Vous pouvez très bien avoir une logique de je vais avoir un assistant pour, par exemple, analyser mes contrats. Puis après, je vais en avoir un autre pour me faire du sourcing. Je vais en avoir un autre pour me générer des appels d'offres et analyser des réponses, etc. Donc on peut avoir une logique de multiplicité d'assistants. Voilà. Mais pour répondre à la question, c'est techniquement faisable et on parle de quelques jours, quelques semaines pour démarrer. Peut-être pour rebondir sur cette question, Benjamin, si on prend un cas concret de ce qu'on a pu faire avec un de nos clients où on préparait l'analyse d'une réponse à un litige avec un gros fournisseur, j'ai tout un tas de courriers à analyser. Est-ce que ce type d'assistant, à la fois on a bien compris, permet de faire une synthèse, mais comment moi, acheteur, je peux creuser, aller voir, me faire mon propre avis pour pas juste rester dans j'ai une synthèse et peut-être qu'il y a quelques éléments au travers desquels je vais passer. Ouais. Alors je vais revenir sur la notion de données et la notion de chargement de documents. Dans l'exemple que tu donnes, on avait tout un corpus documentaire d'échange entre un fournisseur et un acheteur en l'occurrence. Et oui, on a utilisé l'intelligence artificielle générative pour accélérer le travail de lecture qui peut être un peu fastidieux, lors duquel on peut aussi oublier certains éléments. Mais l'enjeu, ça a été de pouvoir prélire, on va dire, des documents et en sortir une synthèse. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on est sur un assistant, donc n'attendez pas qu'il fasse le travail complètement à votre place. Il est important de garder cette étape d'appropriation et de complétion des résultats d'un assistant, quel qu'il soit. Donc, encore une fois, on ne remplace pas l'humain, et l'humain est peut-être rendu d'autant plus important qu'il y a ce travail de vérification qui est à faire. Mais pour répondre à la question... ta question complémentaire, en fait, on va pouvoir utiliser l'assistant pour avoir un certain nombre de réponses. Les assistants, selon leur paramétrage, peuvent permettre d'aller creuser au sein d'une source. Tu m'as donné telle information, dis-moi où est-ce que tu as trouvé l'info et donne-moi quel document parle de ce passage que tu m'as mentionné. Et puis voilà, continuer d'itérer en allant toujours plus précisément. Il ne faut pas hésiter non plus à être dans une démarche itérative dans son prompting. Ça, c'est une bonne pratique autour de la GenAI, poser de plus en plus de questions pour être de plus en plus dans le détail. Moralité, je suis condamné quand même à lire tous ces courriers d'une manière ou d'une autre que mon assistant aura synthétisé pour moi. Oui, mais ton assistant t'aura bien balisé le chemin en te disant quels sont les passages les plus importants sur lesquels tu dois t'attarder. D'accord. On va prendre la question suivante. Est-ce que les réponses de l'assistant sont toujours fiables ? Bonne question. Alors, la réponse est non. Pour être très transparent. Est-ce qu'elles sont toujours fiables ? Non. Elles sont fiables dans la plupart des cas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en fait. L'assistant, il va restituer de l'information qui est dans son corpus documentaire, dans sa knowledge base. Évidemment, alors, si on parle de fiable, est-ce que l'information qu'il va aller chercher dans les documents est bien celle qui va vous restituer ? Là, oui. Par contre, on ne peut pas vous garantir que l'information qui est dans les documents est bien la bonne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un enjeu, encore une fois, au-delà de la technologie, au-delà de l'adoption, etc., de constituer et d'identifier les bons documents qui vont vous aider. Aujourd'hui, si vous posez une question à un acheteur et qu'il n'a pas la bonne source, il ne va pas vous donner la bonne réponse. C'est la même chose sur un assistant. Et c'est dans ce sens qu'il y a tout un travail, encore une fois, humain, critique,
tout le challenge humain dont on parlait tout à l'heure, qui est pas à négliger. Faut s'appuyer sur les assistants, mais il faut pas les suivre aveuglément. Donc il y a toujours ce travail de vérification, d'appropriation qui reste nécessaire. Après, d'un point de vue techno, les réponses qui sont données sont alimentées par la knowledge base. Donc de ce point de vue-là, oui, les réponses sont fiables et sont cohérentes. Non, mais d'où aussi la nécessité de former les acheteurs et de bien leur expliquer de quelle façon ils peuvent utiliser ces technologies, ce qu'ils peuvent en attendre, et justement le regard critique qu'il faut avoir sur les réponses pour ne pas omettre tous les contrôles de cohérence et prendre pour acquis tout ce qui est fourni par l'assistant qui pourrait par moment les induire en erreur. Absolument. En fait, nous disons souvent, quand accompagnant des clients, notamment dans la croyance qu'on doit avoir sur les chiffres des fournisseurs, vérifier, vérifier, vérifier. Je pense qu'avec ces assistants, ce qu'on constate, c'est que cette exigence de vérification va devenir de plus en plus forte. La nécessité d'avoir de la donnée de bonne qualité, pas forcément structurée, on l'a vu tout à l'heure, elles peuvent être diffuses, va se renforcer. Néanmoins, comme on va gagner du temps, je pense qu'on va avoir plus de temps pour aller chercher du qualitatif et donc d'alimenter cette discussion, par exemple avec un fournisseur, de manière plus fructueuse. Et de la même façon qu'un chiffre qui sort de Google n'a pas de valeur en tant que tel, mais qu'il faut vérifier la source, le contexte et la façon dont il a été produit. C'est une bonne pratique, de manière générale. Une autre question ? Le prérequis est-il d'avoir une base de données contenant l'exhaustivité des données de l'entreprise ? Benjamin, tu veux démarrer ? Démarrons. Non, le prérequis n'est absolument pas d'avoir une base exhaustive. Le prérequis, c'est d'avoir quelque chose à analyser. Pour donner l'exemple dont on parlait tout à l'heure sur le cas de l'analyse d'un litige, on a chargé un certain nombre de documents, en l'occurrence les échanges de mails qui nous intéressaient sur le litige que nous voulions adresser. On n'a pas chargé l'ensemble des mails qui ont été échangés dans l'entreprise ou l'ensemble des mails qui ont été échangés entre le fournisseur et l'acheteur. Donc non, encore une fois, on est sur une logique d'assistants qui peuvent être dupliqués. On peut très bien commencer demain avec je charge un contrat particulièrement complexe, c'est ce que font certains de nos clients sur du contract management, pardon. Je suis en charge de la relation avec le fournisseur X, je vais charger le corpus documentaire de ma relation avec le fournisseur X, structuré, non structuré, etc. Et je vais démarrer par là, j'ai un premier cas d'usage, j'ai un premier assistant, précisément pour ce contract manager. Et cette question m'amène à un point, c'est de dire, on n'est pas dans une logique d'avoir un assistant qui fait tout et déployé uniformément sur l'ensemble des acheteurs ou sur l'ensemble d'une population donnée. On est sur un outil qui permet à tout un chacun en fait de développer ses assistants. C'est peut-être pas comme ça que vous allez les déployer, mais dans l'idée c'est de dire je peux très bien avoir un assistant qui va me répondre à un usage très précis pour un besoin qui est plus ou moins ponctuel, qui est plus ou moins spécifique. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir cette approche holistique. On peut très bien démarrer pour répondre à la question avec un corpus documentaire qui est restreint et interagir avec ce corpus-là. Vous le verrez, je crois que c'est la semaine prochaine, nous avons une de nos séances sur ce qu'on appelle le Soft Process Automation, qui vous aidera, si vous pouvez y assister, à faire le distinguo entre la RPA, l'automatisation et ce que nous vous décrivons depuis 11 heures ce matin, qui tourne autour de l'assistant, comment je peux travailler mieux, je peux travailler de manière augmentée et finalement être plus performant. Cette technologie dont vous avez parlé est-elle adaptée pour des achats de commodités avec des produits standards et de nombreux fournisseurs, ou est-elle également adaptée pour des achats de produits de niche premium dans des cas de monopole ou d'oligopole? Qui veut se lancer? Vas-y. Eric? Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans le traitement de l'information entre ces deux cas. Bien évidemment, chaque situation n'est pas la même, mais si on est sur des produits très commoditisés avec de nombreux fournisseurs, l'assistant ira chercher beaucoup d'informations en externe. Si on est sur des produits très précis avec beaucoup de
de connaissances internes sur ces produits-là et de complexité, c'est plutôt de l'information interne qui sera utilisée. C'est la balance entre les deux qui va beaucoup changer, mais je ne pense pas que dans le fond, le fonctionnement de ces technologies-là change d'un contexte à un autre. Peut-être pour compléter, comme l'a dit Benjamin, on parle d'assistants. Donc chaque assistant, son périmètre. Et donc tout l'enjeu, quand moi je suis un acheteur plutôt sur une famille avec 1, 2, 3 acteurs, avec des choix technologiques très forts, hein, typiquement dans l'aéronautique ou dans la défense, en fait mon assistant, je ne vais pas lui demander la même chose que si je suis face à une commodité, avec des cours de bourse, avec des enjeux de quand est-ce que je dois passer mes commandes pour avoir accès au bon prix. Et donc, on revient à cette notion il faut savoir l'utiliser, il faut savoir s'acculturer, il faut savoir se dire cet assistant à quoi il va me servir et comment je vais finalement l'entraîner ou en tout cas le diriger pour qu'il apporte la valeur que j'attends. Et donc pour nous c'est une des clés, il n'y a pas de réponse unique, il y a une réponse qui est spécifique à chacun de vos cas et donc finalement chaque acheteur on doit lui donner un cadre, on doit lui expliquer comment ça fonctionne mais il va l'adapter à son propre besoin. Oui, pour compléter, le cas d'usage, c'est toujours la même chose. C'est un besoin métier. Quelle question je vais vouloir poser? Des données. Qu'est-ce que j'ai à disposition pour alimenter mon assistant? Et puis après, une techno, la GenAI dans le cas qu'on vous a montré. Ça peut être une autre technologie aussi dans certains cas. Ce sont bien les questions qui peuvent se poser, qui peuvent s'appliquer avec en mettant le curseur sur chacun de ces 3 points différemment selon la catégorie qu'on adresse. Mais toutes les catégories peuvent être adressées. Est-ce que l'assistant est capable d'aller chercher des données dans un ERP? Et si oui, Oracle, SAP, d'autres? L'assistant, il est agnostique. Il y a 2 manières de l'alimenter. Et c'était un des challenges dont on a parlé tout à l'heure sur les challenges techniques. Comment est-ce que l'assistant il s'intègre dans un legacy? Alors oui, la question se pose avec un ERP, elle va se poser avec n'importe quel outil, achat ou pas en fait. Mais c'est une question purement technique d'architecture. D'API, d'interface, etc. Ça, c'est la première question qui va se poser. La réponse est oui, on peut s'interfacer. Ça va dépendre de dans quelle mesure les éditeurs en face et leurs intégrateurs sont ouverts pour interagir avec ces outils-là. Premier point. Cependant, on n'est pas dépendant de cet interfaçage technique et architectural pour utiliser de la GenAI. Typiquement, dans la démo qu'on vous a montré, on vous a dit qu'on a injecté des bases de semaines, on n'a pas connecté l'assistant à un quelconque outil. On peut très bien fonctionner à minima dans un premier temps ou dans une logique de test avant qu'on ait des projets un peu plus complexes d'intégration avec des extraits en sortant les données qui sont pertinentes, fichiers plats ou autres, pas entrer dans le détail de la technique, mais alimenter notre base de connaissances de cette manière-là. Donc oui, la base de connaissances, elle peut être complètement interfacée, mais ça, je pense qu'on parle d'un projet un peu plus long. On peut démarrer avec des données issues de ces ERP, mais pas forcément alimentées en temps réel et avec une interface complexe et poussée. Peut-être pour compléter une question qu'on n'a pas encore eue, mais c'est comment je m'assure que j'ai bien l'information auquel j'ai le droit d'avoir et que je partage si je dois diffuser de l'information ou utiliser d'autres personnes avec qui j'interagis avec mon assistant, comment je m'assure que je ne vais pas outrepasser mes droits. Et comme l'a dit Benjamin, en fait, tout ça, c'est qu'une question de système, de droit. Et donc, aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous ont déjà dû essayer des petits assistants qui... Par exemple, j'ai déjà vu chez plusieurs clients, vous permettre d'interroger votre cube achat et qui tiennent compte de en fait qui vous êtes. Donc, si vous êtes dans une business unit donnée sur tel endroit, en fait, l'assistant et donc votre paramétrage va vous permettre de dire oui, vous n'avez le droit à avoir accès qu'à cet environnement-là et donc je ne vous donnerai pas l'information complémentaire. En revanche, moi, je suis l'acheteur, je suis le catégorie buyer mondial sur cette famille, je dois avoir accès à l'ensemble de mes informations. Donc tout ça, ça s'inscrit aussi dans une logique d'entreprise, dans les droits, les devoirs que vous avez. Et donc il ne faut pas voir ça comme étant une anarchie complète. Il y a quelques règles quand même qui s'imposent à tout le monde. Oui, tout à fait. Quelle est votre expérience de délai, coûts et ressources nécessaires pour la mise en place de ces outils d'IA générative?
Je commence sur la partie délai, je vous laisserai le reste. Sur le délai, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut démarrer, encore une fois, l'assistant qu'on a vu tout à l'heure, si on a les bonnes données, si on veut tester ça, et on l'a testé en POC, en démo un peu poussé avec certains de nos clients au démarrage de projet, on est sur quelques jours pour avoir des résultats. Ce que vous avez vu là, c'est l'affaire de quelques jours. Sur les ressources, c'est une question d'identification, et sur les coûts, ça... En fait, je pense que derrière la question, on a deux choses. Est-ce que la technologie est disponible dans votre entreprise dans le cadre de sécurisation de vos données? Oui. Ça, vous êtes ceux qui êtes les mieux placés pour le faire. Nous, quelques clients, dans l'environnement Edgar qu'on vous a sécurisé, qu'on vous a présenté, on peut faire quelques POC avec des clients pour démontrer que ça fonctionne. Ça n'a pas vocation à devenir pérenne. Ça, c'est le travail de l'entreprise. En revanche, une fois que vous avez l'environnement, faire un projet, un use case, c'est assez rapide. C'est comme le disait Benjamin, c'est l'affaire de jours ou de quelques semaines. Et on parle de quelques dizaines de kilos d'énergie à y mettre pour avoir quelque chose qui fonctionne. Bien sûr, l'enjeu est plutôt toujours... Le temps qu'on va prendre, c'est le temps d'avoir la donnée, de tester, de voir comment je vais le paramétrer. C'est ça qui prend un peu de temps et il faut nécessairement avoir des gens qui connaissent le métier pour pouvoir tester les réponses. Absolument. Au début, on va peut-être travailler sur des jeux dont on connaît la réponse pour pouvoir se dire « tiens, est-ce que c'est cohérent ?» Et puis après, on va commencer à être créatif. Donc, si l'environnement existe chez vous, et aujourd'hui, nous le voyons chez beaucoup de clients, la DSI, souvent, s'est emparée du sujet. Donc, il y a les outils pour le faire. Maintenant, c'est plutôt de vous dire comment je peux me les approprier, comment Exactement. Je peux commencer à les utiliser. Et ça, c'est ce que je vous disais au début. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'acheteur augmenté est à portée de clic? C'est parce que, oui, la technologie est là, mais aujourd'hui, c'est facile à utiliser, c'est facile à déployer et c'est facile de démontrer que ça apporte des résultats concrets. Et pour reprendre la question sur aussi bien sur le délai que aussi sur le coût et sur les ressources, l'enjeu, c'est pas de... Alors oui, il y a du délai pour collecter la donnée, il y a un petit peu de paramétrage à faire, on n'est pas sur des cycles en V, on n'est pas sur l'implémentation d'un P2P, rassurez-vous. Cependant, l'enjeu, et le temps que ça va mettre, c'est le temps que l'acheteur se l'approprie, pour reprendre le terme d'Aldric, et c'est toute la partie du challenge humain qu'on a vu tout à l'heure sur les challenges qui restent adressés. Peut-être prendre une dernière question ? Alors, une dernière question. Comment garantir la confidentialité des données et leur partage dans l'entreprise? Alors, j'ai commencé à élaborer quelques éléments de réponse tout à l'heure. Bien sûr, le partage d'informations, c'est clé dans l'entreprise. Donc, il y a ce qui est lié à vos choix technologiques et à vos droits et devoirs, comme je le disais tout à l'heure. Après, il y a ce qui est lié aussi au rôle de l'acheteur et pas plus aujourd'hui, hier qu'aujourd'hui. En fait, ces technologies-là ne vont vous affranchir de vous poser la question de l'information que j'ai, la manière dont je vais la reformuler, à qui est-ce que je dois la donner. Je reprends l'exemple tout à l'heure sur lequel nous élaborions avec Benjamin sur ce client qu'on a accompagné pour préparer une réponse à un gros litige. Autour de la table, il y avait un certain nombre de personnes qui devaient savoir certaines choses et d'autres ne devaient pas. Ne serait-ce que parce que classiquement, vous êtes un acheteur, vous savez que vous avez votre prescripteur et vous savez que votre fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter d'aller voir tout le monde. Donc on a aussi dans cet exercice ségrégué le type d'information et donc l'assistant, quand on a travaillé avec lui, on lui a dit l'analyse que tu fais, elle est pour tel type de profil. Donc comme c'est tel type de profil, voilà ce qu'il a le droit de voir. Et donc c'est une manière aussi de le faire, mais ça c'est pas la technologie qui va y répondre, c'est les droits et votre connaissance de l'entreprise et de ce que vous avez l'habitude de faire. Je ne sais pas si Benjamin ou Eric, vous avez un point complémentaire à rajouter. Bon, en tout cas, nous voulions vous remercier du temps que vous nous avez consacré. J'espère que notre promesse qui était de vous montrer des choses concrètes, de vous montrer que c'était accessible et déployable rapidement était tenue. Je vous engage, nous étions le 3e épisode. Qui dit 3 dit forcément 4 maintenant. Donc le 4e épisode de notre série sera la semaine prochaine, mardi prochain. Un thème très intéressant puisque nous aurons Stéphanie Guyonneau de la coopérative U et Yannick Migoto, qui est aussi un des associés d'Argon & Co, en charge de la transformation durable, qui vous expliqueront comment utiliser la durabilité comme aiguillon de compétitivité et d'innovation dans un secteur qui vous parlera tous, puisqu'on va parler
de tout ce qui est de la distribution et notamment de produits alimentaires. Je vous engage à y participer, vous le verrez, c'est un cas concret, c'est un cas vraiment d'usage où la durabilité est utilisée comme un facteur positif d'amélioration. Merci à tous. Merci. Et à mardi prochain. Merci.